Salut à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur Football Débrief. Alors oui, on sait, ça fait un petit peu de temps avec Hugo qu'on n'a pas fait de vidéo, ça fait un peu plus de 3 mois. Mais on va vous faire... le derby de Manchester. Oui, c'était le derby de Manchester, Ouais. exactement, Man City, Man U, et on revient en plus avec un match de Manchester City. Voilà. C'est quand même, voilà là. Et on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Oui, exactement. On va faire une vidéo dans la semaine pour vous dire pourquoi on est de retour, pourquoi il y a eu des retards. Et tout simplement, est-ce que la chaîne a un avenir? On vous dira tout ça. On va pas dévoiler maintenant, voilà. On va juste vous dire si elle a donc un avenir, pourquoi on n'était pas là et pourquoi on revient subitement maintenant et pas avant, en septembre ou en octobre, etc. Donc on vous dira ça bien plus en détail dans une prochaine vidéo d'environ 10-15 minutes. Et ça sera, je pense, et sûr et certain, je pense le récap de février. Ouais, sûrement. Voilà, je pense que ça sera le récap de février. Donc on verra tout ça. En tout cas, j'espère que vous êtes contents de nous revoir. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes contents, parce que en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de revenir. Mais vous verrez pourquoi on n'était pas là. Comme vous pouvez le voir sur l'écran et comme vous l'avez vu dans le titre avant de cliquer sur Football Débrief, aujourd'hui on va débriefer Manchester City face à l'ASM qui s'est terminé sur le score de 5-3 pour City. 5-3 pour City, au total 8 buts, un match de fou, on va pas se mentir, c'était vraiment un match de dingue. Tout pour l'attaque. Voilà, exactement, avec un bon Falcao, un bon Agüero. Mais alors ça, voilà, c'était... on reviendra en détail. On reviendra plus tard. Exactement, on va passer... Et que je fais ça, ça veut dire plus tard. Plus tard, hein, bien sûr, faut préciser à chaque fois. Les compositions, je te laisse faire l'ASM s'il te plaît Hugo, je fais Manchester City, donc je t'en prie, commence avec l'ASM s'il te plaît. L'ASM qui jouait donc à l'extérieur. Exactement. Avec en entraîneur Leonardo Jardim. Voilà. Au gardien Subasic, classique. Classique, ouais. En défense, une petite surprise après la blessure de Jimerson. Donc la défense c'était Mendy, Radji, Glick et Sidibé. On pouvait avoir beaucoup de doutes sur Benjamin Mendy, sur la capacité à vouloir gérer un gros comme City, mais bon, on reviendra en détail là-dessus. Ensuite, un milieu à 4, donc Lemar, Bagayoko, Fabinho et Bernardo Silva. Voilà. Et un duo d'attaquants, Radamel Falcao qui était le capitaine avec Kylian Mbappé. Du côté de Man City, Guardiola bien évidemment en tant qu'entraîneur, Caballero le gardien en Ligue des Champions est donc mis dans la composition de départ avec à droite Bakary Sagna, Otamendi, Stones, Fernandinho à gauche. Autant vous dire que ça n'a pas vraiment été la joie du côté de la défense de Man City. Yaya Touré au côté plus offensif, De Bruyne à droite, Silva à gauche. Qui était le capitaine, Silva. Silva, voilà, capitaine. J'aurais préféré voir Silva à droite et De Bruyne à gauche, mais ce n'est que mon avis personnel. Sterling à droite, joueur préféré d'Hugo. Lamine, Sané, pardon. C'est faux, c'est faux. Voilà. Sané à gauche, et bien évidemment, l'international argentin, Agüero en pointe. Qui était, on tient à le préciser, qui était titulaire sur ce match parce que l'attaquant, le jeune attaquant brésilien Gabriel Jesus était blessé. Voilà, exactement. Et qui a su répondre présent. Oui, exactement, oui, puisqu'il a marqué un doublé. On va passer aux stats du match détaillé avec une possession de 67,4% pour Man City contre 32,6% pour Monaco. Ouais. Là, il y a eu un festival de tirs derrière, puisqu'il y en a eu 10 pour City et 15 pour Monaco. On part sur un total de 25, c'est quand même pas mal, avec un total de 12 tirs cadrés, 6 pour Monaco, 6 pour Man City. Et les passes, il y en a eu plus du côté de Man City, beaucoup plus même, puisqu'il y en a eu 559 du côté de Manchester City. Contre 258 côté Monaco, donc ça fait quand même... Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même... mais au moins ils étaient plus appliqués, je trouve, dans leur passe qu'à Monaco, parce qu'ils en ont fait quand même beaucoup, Man City. En termes City a réussi beaucoup de passes, qui sont à 88% de passes réussies, donc 491 passes réussies. Avec un total de 78% de passes réussies côté monégasque, avec 201 passes réussies. Sur 258. On a 6 corners niveau ASM contre 5 côté Man City. Le côté hors-jeu, on n'est plus dans le rouge côté Monaco. Bah, ça revient avec les couleurs. Hein. Oui, voilà, exactement. Avec 5 contre 3 de Man City. Duel gagné, Hugo. Bah, 63 pour City contre 51 pour l'ASM. Exactement. Et enfin, en fin de commis, je terminerai avec Man City qui en a commis 12 contre 15 côté AS Monaco. Je pourrais revenir sur la composition pour voir tous les cartons jaunes distribués durant le match. Exactement. Alors on peut voir que du côté monégasque, c'est toi qui t'en occupes Hugo, je t'en prie. Il y a eu Glick, Sidibé, Bagayoko, Fabinho, Silva, Falcao. Et il y a eu du côté de Man City 3 cartons jaunes, Otamendi en défense centrale droit, Fabinho DG et Agüero en BU. C'est Fernandinho. Fernandinho, pardon. Fabinho, c'est Monaco. Oui, je me suis trompé. Ils sont en Brésilien tous les deux, donc bon. Brésil, voilà, exactement. On va passer donc du coup à mes tops. Bien évidemment Falcao qui a mis un but hier absolument magnifique, somptueux. Le lob là où il dribble 3 défenseurs. Voilà, et ensuite il met le lob sur Caballero.
Bon, je pense qu'on a retrouvé le Falcao de l'Atlético Madrid. Je pense que voilà, on a retrouvé le grand attaquant qui était Falcao après sa blessure contre un joueur de CFA qui avait fait une blessure. Le prof d'histoire qui lui avait complètement plombé sa carrière. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve le grand Falcao. Je tiens à défendre quand même l'autre parce que Falcao s'est aussi plombé tout seul en voulant forcer à jouer en Angleterre. Oui, voilà. Entre United et Chelsea, ça n'a pas été le plus grand succès de sa carrière. J'avais oublié qu'il avait joué à Chelsea. Oui, et à United aussi. Oui, il a joué 10 matchs à tout péter. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on retrouve vraiment le grand Falcao qu'on apprécie, qu'on adore. Et justement, c'est tant mieux pour notre Ligue 1. La Ligue 1. Oui, voilà, exactement. Parce que c'est tant mieux pour notre Ligue 1 d'avoir des joueurs comme Falcao qui sont en forme, qui apportent techniquement parlant. Donc c'est très bien. Le second joueur qui, selon moi, était très bon, c'est Agüero. Voilà, auteur d'un doublé hier soir qui pour moi a été bon. En plus, t'as pas la confiance de Guardiola. Voilà, exactement. Exactement, puisqu'il est placé sur le banc à la place de Gabriel Jesus. Donc c'est vraiment très compliqué pour Agüero en ce moment. Je pense que le prochain mercato c'est pour lui. Mais en attendant. J'ai vu que Paris était sur les rangs, faut voir après ce que ça donne. Voilà, exactement. Après, alors en attendant le mercato, il est sous contrat encore jusqu'en. Enfin, je sais plus jusqu'à quand, mais en tout cas jusqu'à juin, il est à Man City. Et jusqu'à juin, il doit planter. C'est ce qu'il a fait hier contre la SM, meilleure équipe actuellement du championnat. Avec un doublé, et troisième meilleur joueur selon moi, Sterling, parce que j'ai trouvé pas d'autres joueurs à signaler. Voilà, pour moi Sterling a été, si on enlève Agüero, pour moi le second joueur le plus régulier de l'équipe. Du côté de Man City, on passe au top de Hugo. Hugo, tu as été d'accord avec moi côté Agüero? Ouais, Agüero pour moi, sans discussion, pour moi c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Il a prouvé encore hier. Rien à dire, doublé. En plus son troisième but. Je sais plus lequel c'est, là le corner où il fait une reprise de volée. Oui. Bon, il y a une erreur de marquage de Sidibé. On verra dans les fautes d'ailleurs, côté moi. Et ouais, donc ça montre que c'est un grand attaquant, parce que pour faire ce geste, avec autant de défenseurs autour, faut être un grand attaquant. Exactement. Après, t'as mis Sané. Ouais, le roi Sané, qui avec son jeune âge, il m'a impressionné. Il a mis un but, bon pas le plus dur à mettre, moi aussi je peux le mettre, mais sinon dans ses débordements, dans ses dribbles, il a c'est vrai qu'il a été très constructif, a fait de jolies passes, et il est jeune, c'est ça ce jeune Allemand. Et après comme Lucas, l'international colombien, bien Radamel Falcao, qui était monstrueux du début à la fin, c'était le meilleur monégasque, il n'y a rien à dire dessus. Et si tu as des tops à mettre qu'on n'a pas pu citer justement? En top, je pense, je te rejoindrai sur l'idée de Sané, de Leroy Sané, parce que pour moi il a été vraiment exceptionnel. Après, si je dois mettre un autre top du côté monégasque, c'est pour moi Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a 18 ans, il arrive à claquer un but contre Man City. Donc, j'ai bien aimé aussi Bakayoko. Bakayoko, qui a été très bon. Mais enfin, moi, quand je vois l'âge d'Mbappé qui arrive à planter un but contre Man City, moi j'ai envie de dire, ce jeune, c'est le futur de l'équipe de France. Donc à un moment donné, voilà, il n'y a pas à chier. Il mérite un grand club, il est dans un grand club, mais par contre, le futur de l'équipe de France, c'est Mbappé. Et il faut le souligner parce que certes, il a que 18 ans, mais c'est l'avenir. Et je tiens à dire qu'il a eu raison de signer à Monaco, c'est pas brûler les ailes en allant directement signer un contrat avec Chelsea, je sais pas quoi, il n'aurait pas joué. Il a signé avec Monaco fait confiance aux jeunes. Oui, exactement, parce que c'est un club de jeunes, donc voilà, exactement. Mais voilà, alors à ce qui paraît, il y a Tottenham qui s'est positionné sur lui, qui veut mettre plus de 50 millions. C'est complètement hallucinant pour un jeune de 18 ans, mais moi j'espère qu'il restera à Monaco, déjà pour le bien de la Ligue 1, pour son bien à lui, et surtout s'il veut que Deschamps l'appelle. On passe à mes flops, alors on passe au pire joueur de l'ASM qui est Radji. Pour moi c'est la pire merde de l'équipe, voilà, moi je souligne les trucs, il y a des monégasques, je suis désolé. En même temps, voilà, il est un peu, en fait son talent il est présent dans ses cheveux, c'est-à-dire zéro. Donc voilà, il a autant de talent que de cheveux, donc c'est-à-dire voilà, c'est zéro. Il faut dire qu'il était présent en défense centrale suite à la blessure de. Oui, voilà. Mais comment il s'appelle le Brésilien là Jemerson. Voilà, Jemerson, merci. Mais pour moi, voilà, Radji est le pire joueur. Il se confirme de semaine en semaine que pour moi, c'est la véritable grosse merde de l'ASM. Voilà, je pèse mes mots. On est là de retour, on met des mots forts. Radji va te faire enculer. Donc on passe sur la table. Exactement. Donc voilà, Radji, grosse merde. On peut aussi mettre dans les flops Kevin De Bruyne. Parce que moi j'ai trouvé que Kevin De Bruyne, on est censé dire que c'est un grand joueur, et bien hier soir, a été totalement fantomatique comme dit Hugo, n'a pas été présent, n'a pas fait de bonnes passes, n'a pas été régulier comme on le voit d'habitude à Man City du côté de la BPL où il est régulier, il arrive à faire de bonnes passes. Hier soir c'était vraiment fantomas le mec, je sais même pas comment il a fait pour être aussi nul. Pourtant c'est des clubs comme Monaco qui certes sont des grands clubs mais doivent te mettre quand même en confiance.
Moi je comprends pas pourquoi il n'arrive pas à gagner autant de ballons, à distribuer comme ça. On peut dire que vraiment Agüero n'a pas été vraiment en facilité avec Kevin De Bruyne qui pour moi était vraiment une charrette hier soir. Et c'est dommage parce que franchement il méritait beaucoup mieux Kevin De Bruyne. Mais quand on ne joue pas bien, quand on fait pas le match et quand on a un petit peu je trouve la grosse tête, mais forcément on fait de la merde. Et enfin Fernandinho parce qu'il n'a rien à faire en DG, j'ai rien d'autre à ajouter. Du côté d'Hugo. Ouais, donc moi c'était ça, c'était 3 monégasques enfin 2 monégasques et l'entraîneur. Donc Radi, je reviens, il a rien à faire à Monaco, hein. Donc voilà, il faut être là dessus. Ensuite Jardim, parce que pour moi dès que tu mènes 3-2, t'attends pas la fin du match pour commencer à faire tes changements. Tu vois que tous les monégasques ils étaient cuits et le mec il attend limite d'être mené pour commencer à dire bon on va peut-être aller faire échauffer 2-3 personnes. Clair. Et sauf que c'est trop tard et derrière ça enchaîne les buts, donc je trouve très mauvais coaching de la part de Jardim. Ouais. Même s'il a pris des risques et Mbappé et tout au début du match qui ont été payants, dans la suite du match il était mauvais. Et Sidibé qui est sur son côté, il a pas eu de chance, il a eu Sané et ensuite Sterling, ça a échangé, il s'est fait bouffer tout le match et sur la reprise d'Agüero c'est lui qui est pas au marquage, il n'arrive pas à passer devant, donc voilà pourquoi je le mets en 3ème. Sidibé on trouve c'est un excellent joueur, Sidibé c'est un grand joueur de notre Ligue 1, futur de l'équipe de France également. Mais il y a ce côté où on a l'impression qu'au face au grand club, et c'était le cas face à Paris, il n'arrive pas à être... à passer la marche. Il n'arrive pas à être le grand joueur face aux petits, face aux autres clubs de Ligue 1 où il est vraiment très bon. On sent que quand il joue face à Marseille, ou quand il joue contre Paris, c'est pas ça. Et donc quand on le voit jouer contre Man City, forcément ça se rejoint comme on dit face à l'OM et face à Paris. C'est pas bon, il n'a pas été bon. Et voilà, j'espère que Sidibé jouera meilleur au match retour parce que franchement, s'il continue à faire des prestations comme ça, à gauche il va très vite, à droite du moins il va se faire remplacer. Et ça serait dommage parce que Sidibé est un grand joueur qui gâche pas son talent dans les matchs d'Europe. Justement, c'est là où il faut justement apporter plus. C'est là où il y a tous les recruteurs qui le voient et tout. Donc en plus, il veut évoluer dans sa carrière, c'est le moment de faire les grands matchs. Exactement, parce que les recruteurs, c'est pas trop les matchs genre sans manquer de respect Lorient et Dijonais, mais c'est pas ces matchs-là qui vont aller regarder les recruteurs. C'est pas un Monaco-Dijon ou un Monaco-Lorient. Non, mais tu t'excuses, mais c'est un petit peu réaliste. On va pas aller regarder un Monaco-Dijon. Voilà, c'est évident. Donc je pense qu'à un moment donné, si les recruteurs et si les talents de demain sont recrutés face au grand club, c'est pas pour rien. Et Sidibé est là. Sidibé doit être présent. Il ne l'est pas, tant pis pour lui. C'est terminé. Bon, mais du coup, voilà. Hugo, si tu veux bien, on va peut-être faire du coup le débrief. On se retrouve dans un court instant. Donc, les amis, on se retrouve donc du coup pour faire le débrief du match, ajouter quelques commentaires. Alors du coup, si on prend vraiment ce match, bien évidemment, c'est un match de dingue. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un match, bien évidemment, où on est tous fascinés. On est fascinés par ce match. On le sait très bien que c'est un grand match. C'est dans ce genre de match qu'on voit les grands joueurs. On les a vus hier, les grands joueurs. On a vu Falcao, on a vu Agüero. On a vu vraiment du lourd. Mais je pense qu'il y a des joueurs encore qui s'enflamment un peu trop et qui prennent un peu trop la grosse tête. Je prends l'exemple, donc comme je le disais, de Kevin De Bruyne. Je prends l'exemple de Sidibé et je prends l'exemple tout con de Bernardo Silva qui n'a pas non plus été si extraordinaire que ça face à Manchester City. Alors je dis pas que bien évidemment Bernardo Silva n'est pas un grand joueur, bien évidemment que non, c'est un grand joueur. Pour moi il a l'avenir. Mais voilà, exactement, c'est l'avenir de la sélection portugaise comme de l'Europe, mais face à Manchester City, il a été inexistant, j'aurais pu le mettre dans les flops, mais je trouvais que pour moi, le manque de confiance que peut avoir certains joueurs face aux grands est flagrant. Et ça, malheureusement, le problème de Monaco, c'est à force d'avoir des jeunes en fait, mais ils n'ont pas l'expérience de ce genre de gros matchs. Oui, parce que et donc, des jeunes, dès qu'ils arrivent, ils sont un peu tétanisés. Donc, Exactement, parce que tu as des jeunes, ils sont talentueux certes, mais il faut aussi avoir l'expérience. Je prends l'exemple tout con d'un joueur Toulalan, imaginons. Toulalan à Bordeaux. Bon, certes, c'est pas le joueur le plus extraordinaire qui soit, mais vu l'expérience qu'il a, il sait mener la baraque. Donc voilà. Dans le vestiaire, il a la parole. Exactement. Je prends l'exemple aussi de Patrice Evra, récemment arrivé à l'Olympique de Marseille. Et voilà, c'est peut-être pas le meilleur joueur de la Ligue 1, c'est peut-être pas le meilleur joueur qui est arrivé, mais il a encore ce petit talent en plus et surtout cette putain de causerie dans le vestiaire. Et c'est ça qui est important parce que là, on le sent pas. Exemple, c'est à Nice. Dante, j'ai vu ça sur le Canal Football Club dimanche soir. Où il y a après un match contre Rennes, je crois, où ils perdaient 2-0 à la mi-temps, et ils ont fait 2-2 au final, et il était là dans le vestiaire à dire c'est un bon point, on est allé le chercher, et comme ils ont dit sur le Canal Football Club, dès que tu as un mec comme ça qui a joué au Bayern qui dit que c'est un bon match et que ce match c'était dur d'aller le chercher, et ça montre que c'est important, c'est des mots qui marquent, et donc au final c'est des genres de joueurs comme ça que Monaco ont besoin. Ils ont Falcao, mais pour moi Falcao n'est pas ce joueur-là qu'il faut dans le vestiaire. En fait. Je pense qu'il y a... pour moi, deux joueurs qui ne devraient plus
qui ne devrait plus jouer à Monaco, comme je l'ai dit, c'est... Radji. Bon, après, pour moi, après, c'est que mon avis personnel, bien évidemment. Mais ça doit être... C'est comme ça et ça bougera pas autrement. Pour moi, c'est Radji. Oh, Radji, c'est sûr. Voilà, Radji, c'est sûr et certain. Il n'a plus sa place au sein du club. C'est un joueur inexpérimenté. Enfin, pas inexpérimenté, non, mais insuffisant. Enfin, Monaco peut pas... Sur le terrain, il tire la caravane. Voilà, dans le vestiaire, je pense pas que ce soit la grande parole non plus. Je prends l'exemple comme il y avait eu à l'époque, Carvalho, qui avait signé à Monaco. Ouais. Putain, mais quel ennui. Mais quel ennui. Alors, quand on avait la défense Radji-Carvalho, j'avais envie de me tailler les veines. Alors, à un moment donné, voilà, faut être réaliste. À un moment donné, Radji n'a rien à faire. Il peut aller faire un petit tour en CFA, voire même à Quevilly s'il veut. Voilà, puis à la limite, je peux lui proposer un club à côté de chez moi qui s'appelle Créon, c'est dans une campagne. Voilà, il pourra facilement enculer sa femme dans un coin. Voilà, donc il peut venir, il n'y a pas de souci. Après, il y a un deuxième joueur qui pour moi n'a rien à faire au sein de ce club. Après, moi, c'est que mon avis, c'est Benjamin Mendy. Voilà, Benjamin Mendy, pour moi, c'est pas un joueur qui mérite de jouer à l'ASM. Il y a des joueurs qui pour moi sont plus expérimentés que lui. Et qui surtout sont moins de joules que lui, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Donc non, mais pour moi, voilà, il y a un cruel manque de confiance chez certains jeunes, et deux joueurs qui pour moi sont à virer, qui sont Mendy et Radji. Après, bien évidemment, vous pouvez réagir dans les commentaires, vous pouvez dire ce que vous en pensez, mais pour moi, voilà, Radji et Mendy ne sont pas l'avenir de Monaco, et surtout sont deux joueurs problématiques. Tant qu'ils ne verront pas pour moi ces deux joueurs, en Europe, ça va être compliqué. Hugo, je te laisse conclure. Ouais, mais comme je dis, c'est le problème de Monaco, c'est qu'à force d'avoir trop de jeunes à faire jouer, parce que hier on a vu que le nombre de jeunes qu'il y avait sur le terrain, ils n'ont pas l'expérience de le match. Mbappé, c'est le premier match qu'il joue comme ça. Bagayoko, je sais pas si c'est son premier, mais ça doit être son premier aussi. Sidipé, c'était son premier. Mendy, c'était son premier. C'est des genres de joueurs, ils n'ont pas l'habitude de jouer des matchs comme ça. Ils peuvent être un peu tétanisés par ce genre d'événement. Et ça me rappelle il y a 2 ou 3 ans, dès qu'ils se font sortir par la Juve. Bon, certes, l'arbitre les a pas aidés, bon, ça c'est un autre débat. Mais il leur manquait aussi ce grain d'expérience qui faisait qu'ils pouvaient passer ce tour. Voilà. Donc bon, voilà, bon, mais, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce débrief entre Manchester City et l'ASM. On se retrouve très prochainement, normalement pour le prochain débrief, ça sera Porto-Juventus il me semble. Ouais. Donc on va essayer de... Ton prono? Mon prono d'ailleurs pour Porto-Juventus, ça sera 2-0 pour la Juventus. Non, moi je dis. Moi je pense que voilà, le 2-0, moi je sens bien justement les attaquants comme Dybala en forme pour aller à Porto et aller gagner. Ouais, moi Porto c'est dur d'aller gagner, donc je dis un petit 1 partout, qui serait favorable à la Juve d'ailleurs. Oui. Et l'autre match c'est Séville-Leicester. On rappelle qu'un but qu'on double à l'extérieur. Ouais. Et Séville-Leicester pour toi? Séville-Leicester, moi je pars sur un 1-0 pour Séville. Voilà. Non, moi. Parce que j'espère une victoire 2-1 pour Séville. Moi j'espère une victoire de Leicester, mais je pense que ça va être un petit 1-0 pour Séville, ça va se sentir comme ça. Moi je pense 2-1, ils vont... Leicester va marquer en premier et Séville après va réagir et va mettre ses 2 buts. Voilà. Bon bah écoutez, on se retrouvera en tout cas, je l'espère, pour le débrief de Porto-Juve. En attendant, portez-vous bien les amis. Salut à tous et vous en faites pas, la petite vidéo sur le retour arrive très vite sur Football Débrief. Salut. Ciao.